Durant l'année 1992, une professeure d'école perd la vie dans des circonstances atroces. Qui a pu faire ça et pourquoi? Malgré une enquête approfondie, seule la technologie de la génétique sera apte à donner des réponses et ce, 26 ans après les faits. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Christy Mirac grandit dans la petite ville de Shamokin auprès de ses parents, de son frère et de sa sœur. Ses proches adorent Christy, qui montre une joie de vivre constante et qui a la faculté d'illuminer une pièce dès qu'elle entre à l'intérieur. Gentille, authentique, communicative, voilà comment ses proches la décrivent. Mais surtout, la jeune femme rêve depuis toute petite de devenir professeure des écoles et donc quand elle parvient à réaliser ce rêve, personne n'est surpris. Il y a des personnes qui semblent faites pour certains métiers, c'est le cas pour Christy. Les enfants l'adorent et elle leur rend bien, s'appliquant à 100% dans sa profession. Malheureusement, Shamokin est une petite ville et les opportunités sont plus limitées. Alors la jeune femme se résout à partir dans le comté de Lancaster afin de commencer sa nouvelle fonction de professeur dans l'école primaire de Rowerston. C'est pendant l'année 1992 que Christy s'installe à Lancaster dans un appartement qu'elle partage avec plusieurs autres locataires. C'est une superbe période pour elle, elle réalise ses rêves, elle commence une nouvelle vie et elle est épanouie. Personne ne pouvait prévoir que tout ça allait brutalement s'arrêter. Le 21 décembre 1992 est un des derniers jours de classe avant les vacances de Noël et pour l'occasion, Christy a acheté des cadeaux pour ses élèves. Elle se réveille ce matin-là vers 5h30, descend prendre son petit déjeuner tout en regardant les actualités du jour défiler sur sa télévision. Après avoir fini son repas, elle part se préparer pour sa journée de travail. Les locataires partent un à un et la dernière d'entre eux annonce son départ à Christy vers 7h. Celle-ci est toujours dans la salle de bain à se préparer et elle se retrouve donc seule dans le domicile. Il est maintenant 8h et les professeurs ont pris leur place dans les classes de l'école primaire de Rowerston, mais Christy n'est pas présente. Les élèves trépignent d'impatience. Ils savent qu'elle doit venir avec les bras chargés de cadeaux et ils s'inquiètent de ne pas la voir arriver. Il en va de même du côté du directeur de l'école, Harry Goodman. Il s'inquiète. Christy est toujours à l'heure et si jamais elle avait eu un empêchement, elle aurait prévenu. Harry décide de l'appeler chez elle pour s'assurer qu'elle aille bien, mais malgré ses 5 tentatives pour la joindre, le téléphone continue de sonner dans le vide. Il se rappelle qu'il a en sa possession le numéro de la mère de Christy dont elle est très proche, et alors il la contacte à son tour. A-t-elle eu des nouvelles de Christy? Non, elle ne lui a pas parlé ce matin-là. Harry réfléchit aux raisons de l'absence de la jeune femme et il commence à se dire qu'elle a peut-être eu un problème sur la route comme un pneu crevé. Il enfile son manteau, monte dans sa voiture et il refait le chemin habituel du professeur, mais il n'y a aucun signe d'elle sur cette route. Le directeur arrive au domicile de la jeune femme, sa voiture est toujours garée dans l'allée. Elle doit donc logiquement se trouver dans son domicile. Harry se dirige au niveau de la porte d'entrée et, chose étrange, elle n'est pas fermée, elle est entrouverte. Il s'annonce, pousse la porte, mais seul le silence lui répond. En observant la pièce, un frisson le parcourt. Les cadeaux emballés soigneusement par Christy sont maintenant éparpillés au sol dans toute la pièce. Il s'avance au niveau du salon et il découvre le corps inanimé de la jeune femme. Son sang ne fait qu'un tour et il sort en courant de l'appartement pour se rendre chez le voisin et lui demander d'appeler les secours. Il est difficile pour la personne au téléphone de comprendre la situation car Harry est dans un tel état de panique qu'il ne cesse de crier son visage. Les secours et les policiers arrivent sur place et ils constatent que la porte du domicile est à présent fermée car Harry dans sa panique l'a refermée en partant. Les policiers défoncent la porte et ils pénètrent à leur tour dans l'appartement. Ils constatent les cadeaux éparpillés, s'approchent jusqu'au salon et ils aperçoivent le corps sans vie de Christy. Il est malheureusement déjà trop tard pour la jeune femme, elle a perdu la vie. Les enquêteurs observent la scène et ils constatent que Christy a sur elle son manteau, ses gants, mais par contre ses sous-vêtements, son pantalon et ses chaussures ont été retirés et déposés à côté d'elle. Le corps de la victime montre de nombreuses ecchymoses, dont des traces de strangulation au niveau du cou, et elle a été violemment battue. Mais il va falloir attendre les confirmations du médecin légiste.
Donc, le corps de Christie est envoyé en autopsie pendant que les policiers finissent d'observer la scène de crime. Ils remarquent une planchette découpée en bois et ils pensent rapidement que celle-ci a été utilisée par Christie pour se défendre, mais que son meurtrier s'en est saisi et qu'il l'a frappée avec. Dans le salon, il n'y a pas de traces de lutte. C'est surtout au niveau de l'entrée qu'il semble y avoir eu une bagarre. Déjà, il y a les cadeaux éparpillés au sol à ce niveau-là, et puis il y a aussi des traces d'empreintes de chaussures sur la porte. Comme si, dans une volonté de se débattre, quelqu'un avait mis ses pieds contre la porte. Mais surtout, il n'y a aucune trace d'effraction, ce qui peut laisser suggérer deux hypothèses. Christie connaissait son agresseur et l'a laissé entrer, ou bien elle a pu ouvrir la porte et l'agresseur en a profité pour forcer le passage. Concernant les preuves, plusieurs sont recueillies comme des empreintes digitales, des gouttes de sang sur un tapis et un autre prélèvement qui est fait au niveau de la moquette. Les résultats de l'autopsie donnent plus de précisions concernant le décès de Christie. Elle a beaucoup de contusions au niveau du cou, de la poitrine, du dos, du visage, mais les plus importants sont vraiment localisés au niveau du visage et du cou. Elle a été frappée avec un objet à plusieurs reprises, comme le montrent les contusions, mais également sa mâchoire fracturée et ses dents cassées. Mais la cause de sa mort est due à une strangulation manuelle et mécanique. Manuel signifie que son agresseur s'est servi de ses mains, et mécanique car celui-ci a aussi utilisé un vêtement lors de la strangulation. Le médecin légiste effectue également une expertise gynécologique qui lui permet de déterminer que Christie a été victime d'un viol. Bien entendu, l'ADN est récolté et il est envoyé en analyse. En attendant d'avoir les résultats, les policiers se mettent à la recherche de témoins. Il y a justement une femme qui vient leur parler et celle-ci leur indique avoir vu un homme aux alentours de 7 heures se garer et marcher en direction du domicile de Christie. Cette femme est en mesure de faire une description de l'individu et voici ce qu'elle dit. Il s'agit d'un homme musclé, trapu, pesant dans les 100-110 kg. Il a les cheveux raides, fins et bruns jusqu'aux épaules. Une apparence plutôt propre avec une barbe bien rasée. Concernant sa tenue, il portait un t-shirt délavé avec les couleurs blanc, bleu et noir accompagné d'une paire de jeans bleus. D'autres témoins interviennent et ils parviennent à faire une description de la voiture du suspect. Celui-ci conduisait une voiture blanche avec des persiennes noires sur la vitre arrière du véhicule. Le modèle ressemble à une Dodge ou à une Toyota. Donc on peut voir que les policiers ont quand même une description physique du suspect et également de son véhicule, ce qui est un bon départ. Après avoir pu récolter ces témoignages et ceux des colocataires de Christie, ils sont en mesure de déterminer que l'attaque s'est produite entre 7h du matin, heure de départ de la dernière colocataire, et 7h45 qui est l'heure à laquelle la jeune femme part pour aller au travail. D'autant plus qu'elle avait déjà mis son manteau et ses gants. Entre-temps, les résultats ADN leur parviennent et malheureusement celui-ci n'a révélé aucune correspondance dans la base de données. Il y a des gens interrogés et dès les premiers jours, 26 d'entre eux répondent aux questions des policiers. Parmi ces personnes se trouve un homme plus âgé que Christie, qu'elle fréquentait depuis plusieurs années, mais c'était une relation secrète car celui-ci était marié. Dès qu'il a appris la mort de la jeune femme, il s'est rendu au poste de police de lui-même, il a répondu aux questions et il a donné son ADN. En tout, c'est plus de 1500 personnes interrogées, 60 suspects potentiels identifiés et avec qui l'ADN a été comparé. Mais à chaque fois, les résultats reviennent négatifs. Que ce soit l'homme marié, le principal, des suspects correspondant à la description des témoins, tous sont écartés de la liste. Et même la récompense de 10 000 $ pour toute information ne permet pas d'apporter du nouveau dans l'enquête. L'affaire commence à ralentir et sans nouveau suspect, sans nouvelle information, l'affaire Christie Miracle devient un cold case. Les années défilent jusqu'en 2015, ce qui veut dire que ça fait maintenant 23 ans que l'affaire est restée au point mort. Mais soudain, la justice décide de se replonger dans ce dossier avec l'idée que la technologie scientifique s'est nettement améliorée depuis 1992 et qu'il est possible d'obtenir de nouveaux résultats. Il ne s'agit pas seulement de refaire une analyse de l'ADN car celui-ci ne donne toujours rien dans la base de données. Le but est de faire appel à de nouvelles techniques comme celle du phénotypage que propose la compagnie Parabon Nanolabs. Si vous avez déjà regardé ma vidéo concernant l'affaire Michel Martinko, tout cela va vous sembler familier car c'est exactement la même technologie qui avait été utilisée pour trouver le coupable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous explique rapidement ce qu'est le phénotypage.
Celui-ci permet de mettre en évidence des caractéristiques morphologiques telles que la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, de l'origine et également d'estimer l'âge de la personne à partir de l'ADN recueilli. C'est une sorte de portrait robot biologique. Donc la compagnie travaille sur cet échantillon ADN et elle est en mesure de fournir un portrait robot qui est diffusé au public en novembre 2017. L'espoir renaît pour les proches de Christie et aussi pour les enquêteurs car de nouveaux suspects sont identifiés. Mais après plusieurs interrogatoires et comparaisons ADN, cela ne donne rien. Mais les experts ne baissent pas les bras et parmi eux se trouve Sissi Moore. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent son nom car elle l'a eu et elle a toujours un impact majeur au niveau de la résolution de cold case. Sissi est une généalogiste génétique renommée et parfois décrite comme l'une des plus importantes aux États-Unis. Elle a pu aider à la résolution de plus de 50 affaires, dont une qui l'a fait connaître, celle du Golden State Killer. Et justement, Sissi travaille avec Parabon pour aider à résoudre ces affaires et elle décide de participer à celle concernant Christie. Elle se saisit de l'ADN du tueur et elle l'ajoute à la base de données du site GEDmatch, qui est une entreprise qui permet aux gens de soumettre leur ADN afin de connaître leurs origines, de retrouver des proches par exemple. C'est un système similaire à MyHeritage, Ancestry, 23andMe, ce genre d'entreprise. Après avoir déposé l'ADN, un résultat lui parvient. Alors, il ne s'agit pas du tueur, mais de deux de ses cousins éloignés. Pour parvenir à retrouver l'identité du tueur, Sissi doit alors construire l'arbre généalogique de cette famille en remontant aux arrière-grands-parents. Voici ce qu'elle déclare concernant cette procédure. Je suis remontée jusqu'aux arrière-grands-parents de chacun des cousins éloignés, puis j'ai continué à avancer. J'ai retourné l'arbre à l'envers et j'ai fait ce que j'appelle de la généalogie inversée. Je construis en avançant dans le temps et en essayant de trouver la bonne personne et le bon endroit avec le bon mélange ancestral pour le sujet. Grâce à ça, elle sait que cette famille est située dans le comté de Lancaster, que les membres de cette famille ont des origines nord-américaines et portoricaines. Pour l'aider dans sa construction de l'arbre généalogique, Sissi épluche les journaux de ce comté afin de retrouver l'identité du coupable. J'ai commencé à fouiller les archives des journaux de Lancaster en Pennsylvanie et je suis finalement tombée sur une annonce de fiançailles concernant un homme qui était le fils d'une femme de cette famille ciblée. Il portait son nom de jeune fille. Cependant, son père qui avait un nom latino-américain était mentionné. Et j'ai pensé, ah, maintenant on se rapproche. Elle a maintenant une véritable piste et elle parvient à trouver une interview de cet homme dans laquelle il déclare avoir des origines portoricaines. Et dès qu'elle lit cette information, Sissi a la conviction d'avoir trouvé le coupable. Cet homme s'appelle Raymond Rowe. Les autorités sont informées des avancées et elles commencent à se renseigner sur cet homme. Celui-ci a vécu pendant de nombreuses années dans le comté de Lancaster où il a développé une petite notoriété en tant que DJ sous le nom de DJ Freeze. Il mixait pour des événements locaux, des mariages, etc. Puis, il a commencé à se faire connaître aux États-Unis en mixant pour Paris Hilton, Sting et les Eagles. Côté personnel, il a été marié à plusieurs reprises et il est père, par contre, je ne sais pas de combien d'enfants. Maintenant qu'ils ont l'identité du suspect, il faut comparer son ADN pour être sûr que c'est bien lui avant de procéder à son arrestation. Et pour ça, les policiers vont ruser. Ils vont le suivre pendant plusieurs jours dans l'espoir de récupérer un objet comportant son ADN. Et ils vont y parvenir lors d'un événement d'une école dans lequel Raymond doit mixer. Pendant la soirée, ils jettent une bouteille d'eau et un chewing-gum. Alors, ils sont récupérés et ils sont envoyés en analyse. La confirmation provient du laboratoire. Raymond et le tueur ont le même ADN. Il est bien celui qui s'en est pris à Christie en 1992. Cet homme marié, avec une belle carrière, une vie de famille tranquille et qui se rend chaque semaine à l'église, semblait hors de tout soupçon aux yeux des autres jusqu'à son arrestation en 2018. Lors de son interrogatoire, il n'admet pas les faits, mais il se ravise en parlant à son avocate et il admet être le meurtrier. Lors de son procès en janvier 2019, Raymond plaide coupable pour meurtre avec préméditation et viol. La famille de Christie lui fait face et son frère Vince Miracle s'adresse à lui. Sans la technologie moderne et une intervention divine, vous seriez probablement resté à Lancaster et auriez profité de votre célébrité.
mais surtout, vous avez pris notre Christy. La question que je dois vous poser est pourquoi ? Il n'y a pas de réponse donnée à cette question. Personne ne saura le pourquoi et le comment, car Raymond est incapable de le faire. Les autorités ont également essayé de comprendre son lien avec la jeune femme et il ne semble pas y en avoir, pas de lien direct en tout cas. Par contre, au moment des faits, Raymond travaillait dans des locaux situés juste à côté du domicile de Christy et donc chaque jour, en se rendant au travail et en rentrant chez lui, il passait devant le domicile. Christy et une de ses colocataires avaient l'habitude de s'installer au soleil face à la route, donc Raymond a pu la remarquer lors d'un de ces moments. L'autre possibilité, c'est que les policiers avaient trouvé un ticket de caisse dans les affaires de Christy provenant du club Le Caméléon. Et justement, Raymond mixait là-bas toutes les semaines et donc il a pu l'apercevoir dans ce club. Ce sont bien sûr toutes des hypothèses puisque la personne détenant ces informations ne les communique pas. À la fin du procès, Raymond, qui a plaidé coupable afin d'éviter la peine de mort, est condamné à une peine allant de 60 à 120 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Personne dans son entourage ne semblait avoir su ce qu'il avait fait en 92. Celui-ci ayant continué de vivre sa vie comme si rien ne s'était passé, et ce, même le jour du meurtre où il s'est rendu chez sa fiancée de l'époque qui est désormais son ex-femme. Raymond a été condamné 27 ans après les faits. Il a eu le temps de se marier, d'avoir des enfants et de vivre une carrière stimulante. Et tout ça, Christy n'a pas pu le vivre. Elle qui aimait son travail, qui aimait la vie et les enfants, n'a pas eu cette chance. Elle a au moins pu obtenir justice, même si beaucoup de temps s'est écoulé. Et on peut voir que la technologie peut faire des merveilles dans la résolution d'enquêtes. Sa famille est soulagée de savoir que le meurtrier de Christy est derrière les barreaux, mais une question les hante sans cesse. Pourquoi ? C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.